Ouais, ouais, Kylian, ouais. Ouais, ouais, je m'occupe du transfert. Ouais. Continue à faire la fête avec les stars américaines. Ouais, ouais. Mais bref, je suis sur un tournage. Je te rappelle, Kylian. Vas-y, salut. Oui, bonjour à tous, vous l'avez compris. Kylian Mbappé part du Paris Saint-Germain, on l'a déjà évoqué. On l'a dit. C'est les infos, le statut. Maintenant, on va se mettre dans la peau d'un directeur sportif et voir qui on peut recruter pour le remplacer. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry. Générique. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On espère que vous avez passé un bon week-end. On commence cette semaine avec une nouvelle série, le directeur sportif. On va commencer avec un club dont on parle tous les jours, dont on parle toutes les semaines, dont Mercato, on en parle pendant l'année, après l'année. Est-ce que le Mercato est réussi? Un club où le directeur sportif peut venir en interview et te dire « Ouais, le Mercato est raté, mais c'est pas de ma faute. » Donc bon, on va enfiler cette casquette-là avec Malik. Malik, comment tu vas? Ça va très bien. Et vous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Et voilà, on va parler du petit club d'Ayoub. Et on a hâte de faire ça. Hâte de parler de ce cirque. Durant cette vidéo, je vais faire comme si j'étais seul. Voilà, j'ai prévenu, je préfère prévenir dès le début. Mais bon, le directeur sportif, ce n'est pas que notre concept, c'est aussi le vôtre. Donc dites-nous en commentaire qui vous prendriez, qui vous vendez, qui vous prêtez. Dites-nous tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec notre mercato type pour le Paris Saint-Germain? Bien sûr, on va commencer par la direction. Nasser El Khelaifi fait toujours en poste. Luis Campos, même si Mbappé part, on a l'impression qu'il va quand même rester parce que voilà, il a quand même commencé le mercato. Si c'était plus tôt, j'aurais pensé autrement, mais bon, je pense qu'il va quand même finir cette saison. À voir, Luis Enrique comme coach. On a déjà fait une vidéo sur ça, on a déjà fait plein de la vidéo sur Luis Enrique sera en description, on a fait plein de vidéos, on critiquait la direction, donc bon, il faut préciser que cette série directeur sportif, c'est une série réaliste. On fait en fonction de qui est en place, quel entraîneur, les moyens du club. Si demain on fait un directeur sportif avec le FC Nantes, ne dites pas pourquoi vous n'avez pas rapatrié Neymar. Un peu de cohérence s'il vous plaît. Donc bon, on va commencer très rapidement par ce poste de gardien. Donnarumma en 1, Navas qui revient de près. Sergio Rico avec une situation un peu délicate vu l'accident qu'il a eu, mais bon, heureusement il s'en sort. Et Alexandre Letellier qui reste un an de contrat en tant que troisième gardien. Moi je bouge pas sur la hiérarchie, bien sûr c'est Sergio Rico. Ne peut pas revenir, on devra lui chercher un remplaçant, mais par respect pour sa famille, pour le cas, on n'évoquera pas de remplaçant avant qu'il y ait des nouvelles. Et de toute façon, c'est pas un poste prioritaire, deuxième gardien, bien sûr que c'est un poste important, mais c'est pas là où tu vas galérer pendant tout le mercato. Et pour Keylor Navas, on lui a trop manqué de respect, merci pour les services rendus. Je pense qu'on peut le vendre dans un club, que ce soit en Espagne ou en Première Ligue, où il touchera un beau contrat, ou alors l'envoyer en Arabie Saoudite pour 10-15 millions. Donc là, à chaque fois qu'on affichera l'effectif, on affichera les rentrées et les sorties. Donc là, ça fait déjà un petit 10 millions qui rentrent dans les caisses. On va vite passer au poste de défenseur, où je pense que c'est le poste où on a bien recruté en termes de quantité, qualité, c'est à revoir. Bon, on va commencer par la défense centrale, si tu me le permets, Malik. Marquinhos qui a été prolongé jusqu'en 2052 avec un contrat à 18 millions d'euros l'année. On va pas commencer à chercher le vendre, un peu de cohérence s'il vous plaît. On pourra en reparler de la prolongation, mais bon, il est là. C'est un joueur depuis 1 an et demi qui nous déçoit pas mal. On a déjà parlé de la situation de défenseurs centraux dans une vidéo. Minute Mercato, encore une fois en description. À côté de lui, Taki Pembe qui... Moi, je n'ai pas grand-chose à lui redire sur sa qualité de défenseur, surtout quand il est présent. Mais voilà, c'est ça le problème. C'est que je dois dire surtout quand il joue. Parce que c'est un mec assez peu fiable physiquement. Encore une fois, on l'a déjà dit, on se répète. Mais bon, sur ce mercato, t'as ramené de la concurrence. T'as ramené Milian Skriniar. T'as ramené Lucas Hernandez. Deux mecs qui sont là pour concurrencer ces mecs-là. Deux mecs qui ont des visages de titulaires. Des mecs qui ont aussi des pépins physiques. Donc bon, moi je partirais sur... Excuse-moi de te couper juste sur ça, Ayoub. Du coup, toi, tu penses qu'Enrique il partirait sur son 11 de départ, Marquinhos, Kipembe? Pas l'une des deux recrues que je vous suis venez complètement perdu là-dessus. Moi, je te mets Marquinhos, Kipembe en tant que classique, mais c'est 4 mecs qui peuvent être titulaires. 4 mecs qui peuvent sauter. Donc,
je te mets Marquinhos, Kipembe de manière assez classique. Je pense que Marquinhos, c'est quand même un joueur, vu ses qualités techniques. C'est pas. C'est pas Martinez d'United, hein. On est bien d'accord. Mais c'est quand même un défenseur qui a des belles relances. Donc je pense qu'il sera quand même titulaire dans la charnière de Luis Enrique. À côté, je mets Kipembe. Parce que c'est celui qui a l'air d'être partant pour être titulaire. Après, voilà, Lucas Hernandez peut énormément plaire. Milan Skriniar aussi. Donc on part sur ça. Donc tu as 4 défenseurs qui peuvent être titulaires. Donc t'as du monde à ce poste-là. Et pour le petit jeune El Bichiabou, lui, ça part en prêt. Parce que je pense qu'il a énormément de qualité, mais là que le poste est bouché. Et même si le poste n'était pas bouché, je pense qu'il a besoin de temps de jeu. On a vu ses qualités. Et c'est de sa faute si on est éliminé selon Christophe Galtier. Donc je pense qu'il a besoin d'un peu d'oxygène. Il a besoin d'un contexte plus sain pour pouvoir s'exprimer et progresser. De l'autre côté, Abdou Diallo qui revient de près, ça aussi, ça part. C'est un joueur que j'aime énormément. Malheureusement très peu fiable physiquement. Il n'a pas convaincu à Leipzig dû à ses blessures. Parce que quand il était là, il était plutôt bon. Il était plutôt dans l'ADN de ce que demandait Marco Rose. Donc bon, pour moi, ça part. Ça peut partir pour un bon 15 millions d'euros. C'est quand même un joueur qui a une belle cote. Il a joué à Dortmund, il a joué à Leipzig ou Paris Saint-Germain. Donc je pense qu'on peut le vendre et que c'est un joueur dont j'aime beaucoup l'humain. Je pense que c'est un joueur intelligent qui ne va pas forcer pour garder son contrat au Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça fait une vente en plus. Maintenant, on va passer au poste de latéral droit. Un poste où j'ai pas non plus grand-chose à redire. Il y a Achraf Hakimi comme titulaire, même s'il a déçu la saison dernière. Je pense que c'est un joueur qui est totalement Luis Enrique compatible, qui peut jouer dans ce poste de latéral droit. On a souvent dit que non, c'était un piston, mais je pense que c'est un latéral qui peut être latéral droit si le contexte est bon. Et avec le Maroc, le contexte était bon. Et là, avec Luis Enrique, si le contexte est bon, s'il le met en valeur, je vois pas ce qui pourrait faire. Comme je disais, Ayoub, par rapport aux rumeurs de transfert qu'on a entendu de Achraf Hakimi qui pourrait vouloir partir de lui-même, pas forcément le club. Je pense pas que Paris veuille le vendre, comme tu l'as dit, c'est un joueur qui peut vraiment réussir sous Luis Enrique. Qu'est-ce que t'en penses? T'as pas cette peur de voir le perdre dès cette saison? J'ai pas trop l'impression que les rumeurs soient vraiment fiables. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu d'offres. Donc pour le moment, il n'y a rien de vraiment concret. J'ai pas non plus l'impression que le joueur a si envie de partir que ça. Pour le moment, il y a rien de... Même pas d'officiel, mais ne serait-ce que quelque chose de suffisamment convaincant pour le joueur. Je vois aucun club qui vient, qui dit Hakimi, on va te prendre, etc. On a un projet avec toi. Et je pense que Hakimi, c'est totalement le genre de joueur. Au Paris Saint-Germain, on va dire oui, mais c'est pas suffisant, on va le critiquer, etc. Et à juste titre, parce que quand il est pas bon, il faut le dire. Cette saison, ça n'a toujours pas été bon, surtout avec le Paris Saint-Germain. Mais on va l'envoyer au Real ou à City ou au Bayern et le mec va s'éclater et on va dire mais le mec c'est le meilleur latéral droit du monde ou le mec c'est top 3, regardez encore une fois le PSG ce que vous avez raté. Donc je pense qu'avec le contexte, je pense que tu es quand même d'accord avec moi, le nombre de joueurs du PSG où avec nous c'est pas bon et à l'étranger ou dans d'autres clubs c'est génial parce qu'ils n'ont pas le contexte parce qu'ils sont mis dans de mauvaises dispositions. Je pense que Hakimi je sais même pas si on peut dire relancer, puisqu'on l'a pas vu complètement perdu, mais je pense qu'on peut avoir beaucoup mieux de lui sous Luis Enrique. En backup, je te mets Nordi Mukiele justement, qui est passé devant un peu Hakimi durant la saison, même si je pense que c'est ma petite inquiétude, parce que c'est pas un joueur totalement Luis Enrique compatible, mais bon, il est là. Il peut dépanner au poste de défenseur central, surtout dans une défense à 3. Il a été bon. Il peut encore progresser, il est sous contrat, tu l'as acheté la saison dernière, une des seules recrues qui m'a un peu satisfait, donc je vois pas pourquoi m'en débarrasser. Et en troisième défenseur droit, t'as Timothée Pembele qui est revenu de près la saison dernière de Bordeaux. Il a montré de belles choses également. Dans l'idéal, j'aimerais qu'il reste dans la rotation, mais j'ai peur qu'il ait très peu de temps de jeu. Mais je pense que c'est un joueur qui est, lui, contrairement à Mukiele, totalement Enrique compatible et qu'il a déjà des qualités offensives. Et Luis Enrique, on l'a vu au Barça, on l'a vu surtout en sélection espagnole, c'est un joueur qui aime les jeunes, qui aime les développer. Donc dans l'idéal, je le garderai, mais si on sait que au niveau du temps de jeu, ça va être difficile, pourquoi pas encore un prêt, parce que c'est vraiment pas un joueur que j'ai envie de vendre. Voilà, Kimi, on le sait, n'importe quel mercato, si le Real le rappelle, il pourrait partir, donc c'est bien d'avoir un jeune en backup qui pourrait s'imposer dans les prochaines années. Du côté de Colin Dagba, même si ça a été bon son prêt à Strasbourg, je pense pas qu'il a... Waouh, ça fait longtemps. Même s'il a des qualités, je pense pas qu'il a le niveau pour s'imposer au Paris Saint-Germain, qu'il a le mental.
surtout ça, c'est surtout sur l'aspect psychologique. Donc moi, je m'en séparais pour une petite somme, entre 5 et 10 millions d'euros. On partirait plus sur 5 millions d'euros. Maintenant, je pense qu'on va passer du côté gauche. Du côté gauche, là, je pense que c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus dessiné. On a Nuno Mendes, crack absolu du Paris Saint-Germain, joueur beaucoup plus autosuffisant que Hakimi, joueur, une des recrues qui nous a le plus satisfait sur les dernières saisons. Donc voilà, poste de titulaire. Malgré qu'il soit beaucoup blessé, en backup, t'as Bernat qui est satisfaisant, qui va pas te faire un mauvais match, qui va même peut-être t'apporter quelques surprises, mais sur lequel t'as pas besoin d'attendre mondes et merveilles, t'as juste besoin d'attendre qu'il joue pour dépanner et qu'il soit bon. Et en plus de ça, en troisième backup, ou peut-être en deuxième, on verra selon les intentions de Luis Enrique, même si c'est pas le même profil que les deux autres, t'as quand même Lucas Hernandez qui connaît très très bien ce poste, que ce soit en équipe de France ou même avec le Bayern, il a pas mal joué à ce poste, notamment quand Davies était blessé. Donc voilà, Et oui, juste pour terminer, là je regarde la caméra, Levin Kurzawa, ça part par n'importe quel moyen, chassé dans le thorax, coup de coude, mais il part de mon club. Si je m'en occupe personnellement, un très, très grand problème. Tu fais tes défilés Gucci dans d'autres clubs. Là, c'est bon. Ça part pour 5 millions d'euros. Moi, je dis que c'est pas que de la faute de Levin. Mais bref, c'est que de sa faute. Je vais te poser une question par rapport au bas gauche, parce que tu as mentionné qu'il se blessait souvent, comment il s'appelle, Nuno Mendes. Mais en fait, le truc avec Nuno Mendes, c'est qu'on voit qu'on n'est pas à l'abri, que vous n'êtes pas à l'abri, que septembre, octobre, ça joue bien, novembre, blessure 4 mois. Tu vas me dire que ça peut arriver pour tous les joueurs de foot, mais il est un peu injury prone, si je peux utiliser de l'anglais. Bien et sûr, t'as pas peur plaisir. que vous ameniez pas une encore meilleure concurrence au poste de bas gauche, même si, comme tu as dit, Bernat, c'est bon. Parce qu'en défense, tu l'as mentionné, vous avez des joueurs qui se blessent souvent, mais il y a une concurrence quand même assez bonne. Du coup, du côté gauche, je voudrais pas avoir la même chose de votre côté en ramenant un bas gauche plus compétitif. Mais ce qui me ferait peur, c'est que si... pour moi, non, parce qu'on a déjà Lucas Hernandez, on a déjà Juan Bernat. Il faut se rappeler qu'avec l'équipe d'Espagne, Luis Enrique a déjà bricolé au poste de latéral droit avec des Marcos Llorente, etc. Et que par moments, ça a fonctionné. Donc je pense que non. Respecte Llorente quand même. Hein. Mais... J'aime pas ce que t'as insinué. Non. Mais on en reparlera, t'inquiète pas. Mais ce qui me... Voilà, moi, j'ai pas envie de lui mettre de la concurrence. Je pense que c'est un joueur tellement professionnel, qui a tellement satisfait, qui a cette âme de vouloir toujours gagner. Il a totalement l'esprit vainqueur. Je vois pas dans quel monde il faudrait lui mettre une concurrence. Je pense que Bernat est suffisant. Bernat peut apporter beaucoup, encore plus, encore une fois, parce que c'est un joueur de contexte. Quand le contexte est bon, on l'a vu sous Thomas Tuchel, il a pu faire de magnifiques choses. Donc je pense que Bernat, c'est très fiable. Et sinon, t'as Lucas Hernandez, donc c'est largement suffisant. Après, si les trois se pètent, moi, je dirais que c'est toi qui a payé un marabout. Donc bon, on est sur ce mercato des défenseurs avec les ventes de Dagba, Keylor Navas, etc. Déjà une entrée de 35 millions, donc voilà, ça enfloue les caisses du Paris Saint-Germain, on en a bien besoin, surtout vu le fair play financier. Maintenant, on va passer au poste de milieu de terrain, poste charnière du Paris Saint-Germain, vu le nombre de recrues inutiles de Luis Campos la saison dernière. On va passer au poste de 6, avec la recrue Manuel Ugarte, 60 millions. On ne connaît pas assez le joueur, voilà, c'est un joueur qui a énormément de potentiel, qui n'a que 23 ans, qui n'a que 22 ans, qui comble un poste qu'on cherchait à combler, ou nous les supporters, hein, pas les dirigeants, depuis 2017, depuis le départ de Thiago Motta. Maintenant c'est fait. Je pense que c'est un joueur qui peut s'imposer en tant que titulaire au Paris Saint-Germain, à voir avec le contexte Enrique, bien sûr. Le mec était habitué à Rodri sur les 2-3 dernières années, donc voilà, c'est qu'il y a de la qualité. Et en backup, il y a un joueur qui revient de prêt, parce qu'il fallait le liquider un peu, même si son prêt n'a pas été concluant du côté de la Juve. Moi, c'est Leandro Paredes. Moi, c'est un joueur, on peut le critiquer autant qu'on veut. Je pense que dans la concurrence avec Manuel Ugarte, puisque je pense que comme Ugarte n'est pas encore un joueur assez confirmé pour un top club, il faut lui mettre une concurrence fiable. Paredes, dans les grands matchs au Paris Saint-Germain, sur les 3 dernières années, j'exclus la saison 2022-2023, c'est un des joueurs qui m'a le plus satisfait. C'est un joueur quand il a joué avec Verratti, on a vu de très bonnes connexions. C'est un joueur qui est capable d'avoir le jeu long comme le jeu court, de maîtriser le tempo du jeu. Bien sûr, c'est pas Rodri, c'est pas Fabinho, c'est pas Casemiro, mais en concurrence avec un jeune qui doit péter dans ton club, qui doit être là s'il y a des blessures,
Et on connaît le Paris Saint-Germain blessure Football Club. Je pense que moi je le garde à ce poste-là. Maintenant, au poste de numéro 8, je te demanderai juste que je termine avant que tu commences à me crier dessus. S'il te plaît, Malik. Non, pas de souci. Au poste de Je numéro... vais attaquer le milieu après. Ouais, ok, pas de Défenseur, je souci. suis d'accord avec toi. Ok, pas de souci. Poste de numéro 8, je garde Verratti, voilà, le mec. Il vit sa meilleure vie à Paris, il n'a pas envie de partir. Il y a quelques années, quand il avait envie de partir, on ne voulait pas le lâcher. Et maintenant, soi-disant, on a envie de le vendre, alors que tout ça pour une saison de moins bien, où tout le 11 n'a pas été génial, loin de là. Je pense que dans un contexte Luis Enrique, tu le diras mieux que moi, avec ce football espagnol, jeu de position, etc. Ou même pas. Verratti, c'est un joueur tellement complet, un joueur tellement adaptable à plusieurs schémas tactiques. Je pense qu'il va s'éclater si on lui met un 6 derrière, si on lui met un très gros milieu à ses côtés. Donc je pense que Verratti, ça bouge pas. Et quand je disais qu'il fallait mettre un très gros milieu à ses côtés, Ayuba travaille. Luis Campos travaille pas. Luis Campos s'appelle Jorge Mendes. Moi, je travaille. J'ai le milieu parfait pour le Paris Saint-Germain. Un milieu en plus de ça, un milieu dans un des clubs qu'aime Malik. Un milieu de terrain de la même nationalité que Marco Verratti, Nicolo Barella. Pourquoi Nicolo Barella? Parce que pour moi, c'est le milieu parfait. Que ce soit dans le volume de jeu, l'appâtage défensif, dans la créativité offensive, dans la discipline tactique. Pour moi, c'est le milieu parfait pour Luis Enrique, pour ce Paris Saint-Germain, pour jouer aux côtés de Ugarte et de Verratti. On a besoin de qualité dans ce milieu de terrain. On a beaucoup recruté au poste de défenseur. On a acheté des stars offensives sur ces dernières années. Mais au milieu, Wello. Rien. 4 lettres. W-A-L-O. Wello. Rien. Maintenant, on a besoin d'une star. On a besoin d'un joueur. C'est encore un joueur qui a que 25 ans. C'est un joueur qui va énormément progresser. Donc voilà, je le garde. Et avant que tu commences à me crier dessus... Non, juste une pause sur ce que tu as dit, c'est que c'est pas 4 lettres, ouais. Bref, tu continues. Malik va m'en prendre la rap, voilà. Pour vous dire le culot du mec. Donc bon, je pense que tu peux avoir Nicolo Barella pour à peu près 70 millions d'euros. L'Inter est un club vendeur. On connaît la situation financière. Ils nous ont déjà vendu Hakimi. Ils ont vendu Lukaku alors qu'ils sortaient de deux belles saisons avec l'Inter. Donc je pense que c'est faisable, mais au cas où ça ne serait pas faisable, bien sûr on a travaillé, on a 2 autres options. La deuxième serait justement Marcos Llorente, puisque c'est un joueur qui nous a montré de tellement belles choses avec l'Atlético, mais malheureusement il sort d'une saison un peu plus compliquée, surtout dû à des pépins physiques. À un moment il a été un peu mis sur le banc, mais c'est un joueur dont j'oublie pas les qualités incroyables. Je pense pas que c'est un 6, je pense que c'est un vrai 8, avec un abattage physique incroyable. C'est un joueur dont le professionnalisme touche... c'est du top, c'est le top mondial en termes de professionnalisme. J'ai rarement vu un joueur aussi professionnel dans les échos qu'on a, dans l'hygiène de vie. C'est incroyable, on en a bien besoin au Paris Saint-Germain. Les qualités techniques sont là. Mon seul reproche, ce serait que on l'a vu avec Luis Enrique en section espagnole, il n'a pas joué tant de fois au milieu que ça. Donc ça m'inquiéterait un peu. Après, c'est une solution en backup. Comme il sort d'une saison assez difficile avec l'Atlético, tu peux l'avoir sur Transfermarkt. Il est estimé à peu près 35 millions d'euros. Je pense pour 40-50 millions max. Tu l'as. C'est largement faisable. L'Atlético, ils sont pas fermés quand tu vas acheter un de leurs joueurs. Et sinon, troisième solution, j'ai un joueur qui est dans un club qui est en train de connaître une folie institutionnelle comme pas possible. C'est du jamais vu. C'est l'AC Milan. Je prendrais le milieu de terrain d'origine et de nationalité marocaine et algérienne, Ismaël Benasser. Donc bon, je pense que... On se demande pourquoi. Non, parle pas. C'est un superbe joueur. C'est un joueur qui confirme depuis beaucoup de saisons à l'AC Milan, que ce soit sur les gros matchs ou sur les petits. Et le plus gros reproche qu'on avait à lui faire, le plus gros reproche qu'on avait à lui faire, c'était sur une continuité d'une saison due à ses blessures. Cette saison, ça allait un peu mieux, même s'il a eu 2 blessures, surtout en fin de saison. Mais je pense que c'est un joueur qui a une discipline tactique incroyable. Moi, je voulais le voir à City sous Guardiola. Je pense qu'il peut encore énormément progresser. C'est un joueur qui a une intelligence de jeu folle. Et surtout, il veut plus jouer 6, il veut jouer 8. Et là, on lui offre un poste de 8. Donc je pense que, pareil, tu peux l'avoir pour à peu près 50 millions. Que vu la situation de l'AC Milan, ils sont vendeurs. Ils sont en train de faire n'importe quoi avec leur club. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on y dédie une vidéo. Donc bon, là, on est sur les titulaires.
Pour les remplaçants, Julian Draxler, ça revient de près. Ça part pour 15 millions. Michu, ça reste à Sunderland normalement. Wijnaldum, toi, tu m'as insulté, toi, tu m'as craché dessus après tout comment je t'ai défendu. Mais c'est pas grave. Même pas titulaire à la Roma, je pense qu'on peut lui trouver une porte de sortie assez facilement pour à peu près 10-15 millions d'euros pareil. Fabian Ruiz, Danilo Pereira, Vitinha, Renato Sanchez, Carlos Soler. On est sur les recrues de la saison dernière, à part Danilo Pereira. Moi là-dessus, Vitinha, j'oublie pas, 40 millions, il nous a donné 6 bons mois au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est un joueur qui peut encore progresser. Je le garde en backup de Verratti. Carlos Soler, je sais que beaucoup vont crier, dont toi Malik, puisque tu aimes beaucoup me crier dessus, mais c'est pas grave. Je pense que c'est un joueur dont je ne suis pas fan du tout, dont très peu sont fans, mais mais là on réfléchit dans la peau du coach. On donne un joueur à un coach pour qu'il fasse son effectif. Et Carlos Soler, quand il était très 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 mauvais avec le Paris Saint-Germain, par moments il était titulaire en sélection espagnole. C'est un joueur de contexte. Luis Enrique le voudra faire quelque chose avec. Donc pour moi, je le mets en backup de Nicolo Barella ou de Marcos Llorente. Je le mets dans 11. Et je mets également Waïr Zahir Emery. Parce que c'est l'enfant du club, c'est un joueur hyper jeune. Il n'a pas déçu cette saison. Il a été très très bon, très très jeune, 17 ans. Je pense que c'est encore un peu tôt pour le prêter. J'aimerais qu'il fasse encore une saison avec nous dans la rotation. Et après voir si le mec explose totalement ou si il a besoin encore de temps de jeu. Sinon, sur les profils de Fabian Ruiz, pour moi, ça dégage. Pour moi, c'est un joueur déjà, quand il arrivait, ça puait la mauvaise idée. Je pense à peu près la même chose que Carlos Soler, sauf que je pense qu'il est moins adaptable à ce 4-3-3 que va nous proposer Luis Enrique avec une pointe basse. Danilo Pereira, je le garde parce que j'ai pas envie de le vendre et parce que c'est un joueur qui peut toujours rendre des services à plusieurs postes. C'est un joueur de club, c'est un joueur qui fait énormément de bien dans le vestiaire. C'est un des seuls joueurs qui a porté ce qu'il fallait porter dans des moments où c'était difficile et qui allait en conférence d'après-match pour pointer du doigt ce qui n'allait pas. Donc moi je le garde. Il fait du bien au vestiaire, quelque chose qu'on oublie de dire, qui fait beaucoup de liens entre les jeunes et les moins jeunes. Donc voilà. Ça, c'est mon effectif pour le milieu du Paris Saint-Germain. 2023-2024, j'ai été très long. Allez, la parole est à la défense. Voire plus l'attaque. Avant que je me lance, tout ce que tu as proposé, moi, c'est plus des questions d'approche que j'ai envie de te poser. D'abord, Marcos Llorente ou Rodrigo de Paul? Marcos Llorente. Pourquoi tu préférais Marcos Llorente à Rodrigo de Paul? Pour moi, parce que quand tu as proposé Llorente, je me suis dit pourquoi il ne propose pas de Paul? Tu vois ce que je veux dire? Parce que déjà, j'y avais pas pensé. Tu aurais pu me le dire en off. Déjà, au lieu de m'humilier comme ça. Non, je rigole, mais pour moi, Marcos Llorente, c'est un cran au-dessus. Enfin, pour moi, il n'y a pas photo là-dessus. Marcos Llorente, on l'a vu dans des très gros matchs en Ligue des Champions. Sur une saison régulière, c'est lui qui portait l'Atlético. Et j'ai jamais vu ça de Rodrigo de Paul. Et Rodrigo de Paul, j'ai beaucoup moins l'impression qu'il est compatible à un effectif de Luis Enrique. Si c'était José Mourinho, je t'aurais dit pourquoi pas. Mais en tant que 8 comme ça, dans un 4-3-3 avec une pointe basse, non. Bon, pour moi, Rodrigo de Paul, ça rentre pas dans ce schéma-là. Il va pas avoir toute la projection offensive que un Marcos Llorente peut avoir. Ok, et maintenant sur Bennacer, tu l'as un peu touché dans ton argumentation. Mais Bennacer, en fait, j'ai l'impression, du coup, moi, c'est plus un 6, tu vois. C'est plus un 6 et en 8, parce que là, tu l'as proposé en 8, du coup, pas en 6. Est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce qu'il aura cette projection que tu disais, par exemple, comme un Llorente? Mais il n'aura pas peut-être autant qu'un Llorente, mais il va t'apporter d'autres points que Llorente n'a pas, sur la stabilité, sur le jeu avec Verratti. Et on l'a déjà vu à l'AC Milan en tant que 6, comment il pouvait se projeter. Alors en tant que 8 au Paris Saint-Germain, avec un bloc qui va jouer beaucoup plus haut, je pense que oui. Je pense qu'il aura d'autres tâches, ça va pas être le même profil. Après, c'est là ma troisième solution, et je pense qu'il fera largement l'affaire. Je pense. À voir. Alors maintenant, sur le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, je suis pas d'accord avec toi sur Fabian Ruiz, que tu trouves que... Parce que je vois pas ce qu'il a en moins un Carlos Soler, mais je vais pas m'attarder sur ça. Je vais m'attarder sur ta première proposition à côté de Verratti, parce que sur Ugarte et Verratti, je suis d'accord. Ugarte, vous venez de le prendre, c'est votre 6, ça devra être le titulaire. Bien sûr, il devra prouver, il devra montrer, mais il a tout pour pouvoir réussir à parer et sous
ce coach qui est Luis Enrique, la manière dont il veut jouer avec ce genre de jeu de position. Maintenant, sur le deuxième 8 que tu as proposé, du coup, à gauche, tu préférais que Verratti joue à droite, j'imagine? Non, Verratti à gauche, Barella à droite. Ah, tu préférais que Verratti joue à gauche, ok. Verratti, Barella à droite. Barella, je le vois très mal partir de l'Inter. D'abord par envie. Envie, les joueurs italiens, rarement ils veulent quitter leur championnat en vrai de vrai. Surtout quand ils sont dans les grands clubs du championnat, c'est rare qu'ils veulent partir. Tu vas me dire, Tonali aussi, il voulait pas partir, mais au final, ils l'ont vendu. Oui, mais c'est un peu parce que c'est le Milan qui l'a poussé vers la porte de sortie. Alors que c'est un jeune de l'académie, c'est un jeune qui pouvait encore se développer, mais comme ils avaient besoin d'argent, ils l'ont vendu. Tu vas me dire, l'Inter, c'est pareil, mais l'Inter, on a déjà l'impression qu'ils vont sûrement vendre Onana. Ils ont déjà vendu Skriniar. On se dit qu'ils comptent vendre un Lautaro Martinez. Donc, tu penses qu'ils vont aussi vendre Barella, le joueur italien, etc. de leur équipe. Mais Malik, si on t'entend, les joueurs de première ligue, ils veulent pas partir, parce que pour eux, ils sont dans le meilleur championnat du monde. Les Italiens, ils veulent rester dans les meilleurs clubs. Non, la Bundesliga, ils sont adaptés. Mais tu fais quoi alors dans ce cas-là? Tu t'entraînes, tu prends des joueurs de Ligue 1, tu prends qui alors au milieu? Tu prends Enzo Lefebvre? Non, mais si tu veux, on le fait. Mais Barella, c'est un joueur, à un moment, c'est un top joueur. Tu le proposes à un top club, parce qu'aujourd'hui, tu le veuilles ou non, le PSG, c'est devant l'Inter. Surtout en termes d'ambition. Après, tu vas me dire, oui, ils ont fait une finale Ligue des Champions. Je ne sors même pas cet argument. On va se bagarrer physiquement. Non, je te parle d'aujourd'hui, je te parle pas dans l'histoire. C'est pas ça la question. Ça, on posera la question peut-être dans une oui, une même vidéo. Aujourd'hui. Mais bref, c'est pas ça. Mais non, mais là, tu déconnes. Tu penses que Barella, il est pas attiré par le Paris Saint-Germain. T'oublies que le PSG, c'est clinquant. Le projet est clinquant pour un joueur. Même si ça peut être décevant. Il voit pas le foot de la même manière que nous. La ville, Paris, ça intéresse les gens. Tu lui proposes un contrat où il va toucher 2 fois, voire 3 fois plus que ce qu'il touchait à l'Inter, puisque on sait très bien que les clubs italiens, c'est pas ceux qui payent le mieux aujourd'hui, enfin dans le football aujourd'hui. Le mec, oui, tu lui proposes Verratti avec qui il s'entend super bien en sélection, Ugarte ou Paredes derrière, de jouer avec Neymar. Ne dis pas que ça l'attire pas. Ça l'attire pas, c'est l'aspect sportif, comme la plupart des joueurs de grands clubs qui sont venus à Paris, qui l'attire à venir à Paris. Sinon, le projet en tant que tel sportif de Paris... Il n'est pas intéressant, le projet, de jouer à côté de Verratti, Neymar, Mbappé ou consort. Pourquoi je te dis les joueurs italiens, la plupart restent dans leur championnat, surtout les milieux, c'est que c'est une vérité, c'est l'historique des joueurs italiens. Quand les joueurs de première ligue... mais prends pas l'historique, parce que l'historique, il n'a rien à voir. À l'époque, la Serie A n'avait pas du tout le même nom qu'aujourd'hui. Mais même, regarde, même des années 2010 jusqu'à des années 2020, les joueurs italiens qui jouent dans les grands clubs italiens, ils vont dans les... Un exemple Je vais donner les plus grands joueurs. Dans les années 2000 à 2010, je suis d'accord, c'était le cas. Même de 2010 à 2020. Qui Il y a qui comme je t'ai dit, vous avez pris Verratti. Mais Verratti, oui, mais je te dis pas qui nous on a pris, je te dis quel joueur en Italie est resté en Italie. Mais Bonucci, par exemple, il faisait partie des meilleurs défenseurs avec Chiellini, mais il a fait quoi? Il s'est baladé. Parce qu'il y avait un nouveau projet à Milan et on lui a proposé beaucoup d'argent. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des joueurs italiens, internationalement même forts, ils préfèrent rester dans leur championnat, dans Bonucci, leur pays, à ce moment-là, Bonucci, si Milan l'appelle pour son projet, si le Paris Saint-Germain l'appelle pour leur projet, il vient. Mais on peut pas jouer dans les si. Mais on doit juger s'il va à l'AC Milan pour le projet qui est encore nouveau, où il y a encore rien, crois-moi qu'il vient au PSG. Mais bref, d'accord, ok, Barella c'est infaisable. Non, d'accord, oui, mais toi aussi c'est des suppositions. Mais non, c'est pas des suppositions. Mais si, c'est des suppositions. Mais déjà, tu m'as dit milieu de terrain, tu m'as pris un défenseur central, mais c'est pas grave. Mais le foot, comme dirait un mec qui va se casser de mon club, le football il a changé. Mais bon, tu veux pas l'entendre. Je pense que le Paris Saint-Germain, ça reste quand même un nom très clinquant pour les grands joueurs qui ont de l'ambition. Donc je pense que Nicolo Barella a tout pour venir au PSG, pour jouer à côté de Verratti. Et sinon, je t'ai proposé 2 autres opportunités. Donc je te laisse continuer sur le milieu de terrain. Mais Barella ne viendra pas. Moi, je te le dis. D'accord. Et tu verras. D'accord. Et ça arrivera. D'accord. Mais ça sert à rien de dire il viendra pas. Mais non, mais tu peux pas dire il viendra pas. Parce qu'on saura jamais. Parce que est-ce que le club s'est intéressé à lui? Est-ce que le club l'a acheté? Est-ce que le club a fait une offre? Non. Oui, mais donc si le club fait pas d'offre, si le club fait une offre et qu'il dit non, là, t'auras raison, mais si le club fait pas d'offre, on le saura jamais. D'accord, mais je tiens pas encore les comptes du Paris Saint-Germain. Oui, mais bien sûr.
j'ai pas encore pris la place de Campos. Bientôt, mais pas encore. Bien sûr, mais c'est parce que, comme tu as dit, on essaie de se mettre dans quelque chose de réaliste. C'est totalement réaliste. C'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Je dis pas que c'est pas réaliste. Calme-toi. Je dis pas que c'est pas réaliste. Mais je te dis, si vous faites cette proposition, sur beaucoup de points. Si le Barça l'appelle, il dit non. Si le Barça l'appelle, il dit non. Il était prêt à dire oui à Newcastle, il va dire non au Paris Saint-Germain. Vas-y, arrête de m'énerver. Continue sur le milieu de terrain, s'il te plaît. Continue sur le milieu de terrain. Parce que c'est Paris. Continue sur le milieu de terrain. Ok, d'accord. Paris, c'est Lorient. Mais continue sur le milieu de terrain. Tu veux pas l'accepter. Continue sur le milieu de terrain. C'est les faits. C'est pas les faits. C'est Enzo le fait, mais c'est pas les faits. Vas-y, continue sur le milieu de terrain. Paris, les joueurs viennent pour la vie. Continue sur le milieu. L'amour, l'extra sportif, mais pas le projet sportif. Non, plus sérieusement. Mais non, moi, sur les milieux de terrain, je pense que vous devez partir sur ce que vous comptez faire, enfin, ce que vous voulez faire, j'ai l'impression, en partant plus sur les jeunes, surtout quand tu vois des rumeurs de transfert, par exemple, d'un Gabriel Vega du Celta Vigo, qui viendra peut-être chez vous à Paris. Celta Vigo a un club en lien avec votre directeur sportif, justement. Donc, je pense que vous allez partir sur les jeunes, sur vos transferts. Même un Kangli que vous avez acheté, c'est un joueur qui peut jouer aussi dans le milieu, bêtement. Mais moi, sur le milieu, je pense que vous devez partir sur un Verratti Ugarte et faire jouer Fabian Ruiz. Je trouve que Fabian Ruiz, tu le sous-estimes, mais tu vois trop la saison passée comme une vérité. Parce que j'ai vu les saisons à Naples. Mais à Naples, il était bon. Tout le monde était d'accord sur ça, non, Ayoub? Quoi? Mais non. Au moment où il signe, les supporters de Naples te le disent sur des comptes Twitter. Et encore maintenant, on vous avait prévenu sur Fabian Ruiz, c'est un très très bon joueur, mais le mec, il va être bon un match sur deux. Ils avaient prévenu. Mais ok, mais les supporters de Naples. Après, si moi tu veux pas me croire, je veux bien croire les supporters de Naples. Mais j'ai pas dit que c'est faux. En plus, dans ce que j'ai dit, qu'est-ce qui n'est pas vrai par rapport à ce que tu as dit? Tu m'as dit il était bon à Naples. C'est un bon joueur. Mais c'était un bon joueur ou pas? Mais il est pas fiable. Est-ce qu'il est fiable? Est-ce que demain... Dans un bon contexte. D'accord, dans un superbe contexte. Est-ce que demain, il est fiable contre un Bayern de Munich? Non, Barella, Llorente, Benacer sont fiables. C'est ça que j'essaye de te dire. C'est que le problème au Paris Saint-Germain, c'est que des bons joueurs, on en a eu. Des bons joueurs qui... Même si Fabian Ruiz avait été bon avec Naples et hyper régulier. Les bons joueurs, on en a eu. Là maintenant, on veut des top joueurs à ce poste-là. Qu'à un moment... Non. Mais laisse-moi finir. Marcos Llorente aussi, des saisons à l'Atlético sur des gros matchs, il a rien fait. Donc même oui, mais ça, tous les joueurs. Mais autant que Fabian Ruiz. Autant que Fabian Ruiz. Non, pas autant que Fabian Ruiz. Voilà, merci. On cherche un cran dessus. Même les joueurs confirmés. Par contre, là, on commence à être long. On doit passer sur l'attaque, s'il te plaît, Malik. Donc, ok, on va faire vite. Mais même les joueurs confirmés que tu proposes, c'est pas comme s'ils avaient prouvé sur 5 ans que chaque gros match, ils vont être là. Non, c'est aussi des expérimentations. C'est pour ça que je te dis, je préfère que vous gardiez... Je peux pas acheter Modric. Que vous avez déjà dans votre effectif. Et dans un contexte avec un coach espagnol qui va le permettre de bien jouer. Je l'espère pour vous, et qui va proposer quelque chose. Okay. Parce que Llorente et Benacer, ça peut tout autant mal fonctionner. Okay. Ça a mal fonctionné avec un Wijnaldum. C'est tout ce que je dis. Ok, on en reparlera cette saison. Mais Wijnaldum, on lui a pas donné le contexte. Moi, je reste persuadé que Wijnaldum, si tu donnes le contexte, on n'a pas du tout la même version. Mais bon, on en reparlera cette saison. Oui, t'inquiète. Mais on va passer aux attaquants maintenant. On va commencer par le plus évident, Kylian Mbappé, Encore une fois, on va parler de lui, mais cette fois-ci très rapidement. Kylian Mbappé doit absolument partir du Paris Saint-Germain. Si vous voulez connaître mon avis, il y a toutes les vidéos qu'on a fait dessus, encore le statut express. Et la déclaration de Leonardo, pour une fois qu'il dit un truc sensé sur le Paris Saint-Germain, c'est quand il n'est plus là. Mais je suis totalement d'accord avec lui. Depuis qu'il est là, 5 clubs ont gagné la Ligue des Champions et aucun n'a eu besoin de Kylian Mbappé. Et la seule fois où on a été en finale, ça n'a pas été le joueur le plus clinquant, loin de là. Donc bon, vu la situation Mbappé part, il faut le remplacer. Je vais directement commencer par le poste de numéro 9. Il y a Icardi aussi qui revient de près, mais qui va très vite partir du côté de Galatasaray pour 10 millions d'euros, ce qui nous fait une enveloppe à peu près de 80 millions. Si on rajoute les 180 millions, 200, on va mettre 180 millions, parce que je pense que le reste sera des bonus. On a 260 millions de départ, selon notre mercato bien sûr. À part si on compte pas Fabian Ruiz, je ne l'ai pas compté par... sécurité, sinon Malik va me frapper. Donc bon,
En attaque, on a besoin d'un grand neuf. Pour le moment, c'est le Bayern qui se positionne dessus. On a besoin de lui. On a besoin d'Harry Kane. Allez, Tottenham est vendeur. Pas au club de Première Ligue. C'est beaucoup moins cher pour les clubs étrangers. Le Bayern propose 80 millions. On connaît Daniel Levy en négociation. Je pense qu'il est aussi dur que la maman de Rabiot. Donc, ça c'est ça dès que c'est pas moi. Mais donc ça va pas être très difficile, je pense, de le rapatrier. Surtout si le Paris Saint-Germain propose plus que le Bayern. À partir de 100 millions, ça fera 20 millions de plus que le Bayern, voire 110 millions. T'as tout pour l'attirer ici. Je pense que lui voudra absolument partir d'Autonome. Et si la seule proposition est le PSG, il viendra. Jouer aux côtés de Neymar, ça peut être qu'un honneur pour lui. Donc voilà, en tant que numéro 9, moi je mets Harry Kane. Sinon, il y a les d'autres pistes, mais ça, Malik en parlera sûrement. En tant que remplaçant, je pense qu'on garde Hugo et Chiquette. Oui, je vais l'appeler comme ça jusqu'à la fin de son aventure au Paris Saint-Germain. Joueur que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de qualité. Voilà, après, on l'a pas vu briller cette saison, mais je pense qu'il faut le garder en tant que doublure. Lui est un gros bosseur, lui ne veut pas partir en prêt, donc on le garde. En troisième neuf, il y a Ilyas Hosni qui est encore très très jeune, bien sûr, très talentueux marocain. Donc je pense qu'il pourra encore performer avec le U19. Je pense pas qu'il faut l'envoyer en prêt maintenant. Et s'il peut gratter quelques matchs en pro cette saison, ce ne serait pas de refus pour sa progression. On va passer aux ailiers. Sur l'aile gauche, je garde Neymar, puisqu'on est sur un 4-3-3. Après, on sait très bien que c'est pas le Neymar de 2015. C'est pas le Neymar qui avait 23 ans, qui va aller être très virevoltant sur son côté, comme peut l'être aujourd'hui un Vinicius. C'est plus un créateur. Mais voilà, vous connaissez le système de jeu de Luis Enrique. Il sera 10, il aura totalement les libertés, un peu à l'instar d'un Messi en 2015, où il était ailier, mais pas vraiment, où il pouvait coller la ligne, faire ses exploits, mais qu'il allait plus jouer dans l'entrejeu. Et comme Verratti, c'est un joueur qu'on voulait voir partir, mais déjà, voilà, en plus de Verratti, il a un contrat jusqu'en 2027. D'ailleurs, Leonardo sait bien les déclare, mais merci pour ce contrat-là. Et de plus, je pense que voilà, l'histoire d'amour qu'il a avec Luis Enrique pourra le faire briller. On sait très bien que c'est un joueur qui a besoin que son coach lui donne de l'affect, de l'importance. Là, ce sera son équipe, vu que Kylian Mbappé n'est plus là. En doublure, on a le jeune, je ne vais pas me tromper sur son prénom, Lee Kangin Lee, désolé de la prononciation, qui peut jouer à ce poste-là. En tant qu'ailier gauche, meneur de jeu excentré. Il peut également jouer au milieu de terrain, donc c'est une très très bonne doublure. Et moi, voilà, avec Malik on n'est pas d'accord. Xavi Simons, je le veux, lui aussi. Mais moi je pense que le joueur ne voudra pas venir au PSG, il attendait de voir le coach. Je ne sais pas, mais il faudra tout faire pour le rapatrier. Tu as une option de rachat à seulement 6 millions d'euros. Donc si tu ne sautes pas dessus, je pense que tu es un peu bête. Je pense que vu la saison qu'il a fait aux Pays-Bas, c'était tout simplement énorme. C'est un ailier gauche, mais qui a d'énormément de qualité de création. Je pense qu'il peut également jouer à droite, également jouer au milieu de terrain sous Luis Enrique. Donc, faut à tout prix qu'il vienne. Du côté droit, on a recruté Marco Asensio, bien sûr, qui sera une doublure, et non pas un titulaire. Malik, commence même pas à m'énerver, s'il te plaît. Et en tant que titulaire, moi, j'avais un joueur assez spécial à ce poste-là, parce que c'est pas vraiment son poste, c'est un joueur qui était sur beaucoup de rumeurs cet été, depuis toute la saison. C'est un joueur français, qui vient de Paris, qui joue en Allemagne, qui n'est pas son poste préférentiel, mais il peut évoluer à ce poste-là. En fait, pourquoi je le prends lui, Randal Kolo Muani, c'est parce que je pense que cette équipe a besoin de profondeur pour jouer derrière Kane, pour jouer derrière Neymar. On l'a vu avec Kylian Mbappé. Mais là, tu perdras une de tes principales armes, ton principal atout sur les dernières années. La profondeur et le danger qu'apportait Kylian Mbappé. Donc je pense que Randal Kolo Muani peut nous aider par ce poste-là. Et si ça ne rentre pas dans les plans de l'entraîneur, ce que je vois, ce que je peux concevoir totalement, même si je pense que ça nous tuerait sur l'aspect verticalité, je prendrais Bernardo Silva. Parce que vu les envies du Paris Saint-Germain, c'est de recruter encore un milieu de terrain, un neuf, surtout un neuf, et un milieu droit créateur, offensif, excentré. On connaît les relations avec Luis Campos. Depuis Monaco, le mec a envie de partir de City. Le mec est très attiré par la ville de Paris. Donc je pense que c'est totalement faisable.
soit Randal Kolo Muani, soit Bernardo Silva. Et sur ce cas-là, je laisserai notre cher ami Malik décider, mais en pointe me sort personne d'autre que Harry Kane. Vas-y, je te laisse parler, je suis fatigué. Non, mais juste sur ça, en fait, parce que justement, je voulais te demander, tu disais Randal Kolo Muani en première option, et si ça ne fonctionne pas, prendre Bernardo Silva, ou choisir un des deux. Genre, c'est quoi que tu proposerais clairement à ton coach? Moi, dans l'idéal, vu le besoin de profondeur, je prends Randal Kolo Muani. Mais connaissant le coach, est-ce qu'il va vouloir Kolo Muani? Je pense pas. Donc je prends Bernardo Silva. D'accord. D'accord. Toi, tu voudrais Kolo Muani, mais tu penses pas que ce serait compatible avec la manière dont Enrique veut jouer. Voilà. Mais ça, pour être totalement honnête, c'est Malik qui m'a fait tilter là-dessus, puisque pour moi, c'était totalement faisable. Alors, sur tes trois offensives, sur le côté gauche, je suis d'accord avec toi, que ce soit Neymar, Lee Kang-in ou Kang-in, je sais pas si je le dis mal, je trouve que ça a un bon jeu, malin. comme tu as dit. J'ai pas compris. Non, je disais tu faisais le malin, je rigole. Continue. Ah, non. Kang Lee-in, c'est un jeune joueur, et comme on a dit, Enrique, c'est pour ça que même dans le milieu, je suis d'accord que vous preniez des jeunes joueurs. C'est un coach qui aime bien développer les jeunes et qui sait leur faire atteindre leur meilleur potentiel. Donc, c'est une très bonne recrue. Et en 3, Xavi Simons, faut tout faire pour qu'ils viennent, même si, comme tu as dit, c'est possible qu'ils ne veulent pas venir. À droite, moi, je ne suis pas de l'avis d'Ayoub. Je trouve que Asensio, il a assez de qualité pour pouvoir être titulaire au Paris Saint-Germain. C'est un très bon joueur de foot. Il vient du Real Madrid. On parle du meilleur club du monde d'une certaine manière. Et je crois réellement qu'il peut se refaire une santé au Paris Saint-Germain et encore plus dans le système comment il s'appelle, de Luis Enrique. Maintenant, c'est vrai qu'avoir Bernardo Silva, ce serait pas de mal, surtout si en vendant Mbappé à 200 millions, il y aura assez dans les caisses pour pouvoir l'acheter. Mais du coup, en partant sur des ailiers, pas vraiment de profondeur, mais plus de possession. Attends. Mais parce que là, c'est pas très clair. Une réponse très rapide, s'il te plaît. Tu prends Bernardo Silva ou tu fais confiance à Asensio en tant que titulaire? Non, si on a Bernardo Silva... Tu le prends ou pas? Tu peux le faire, tu le prends ou pas? Si je peux le prendre. Mais le PSG peut le prendre aujourd'hui, Malik, on a vu toutes les infos. Non, si je peux le prendre. Tu le prends pas? Oui ou non? C'est quoi ton attaque? Tu le prends ou tu fais confiance à Asensio? Parce que là, c'est pas cohérent. Je le prends, bien sûr, parce que c'est Bernardo Silva. Ok, donc tu prends Bernardo Silva. Oui ou non? Oui. Oui. Donc tu fais pas confiance à Asensio en tant que titulaire, merci. Allez, on passe à l'attaquant de pointe. Attaquant de pointe, s'il vous plaît. Silva est meilleur. Attaquant de pointe, s'il vous plaît. Attaquant de pointe, s'il vous plaît. Vous voyez, Ayoub, il est un peu tendu quand c'est son club, c'est comme ça. Très tendu, surtout quand ça parle d'Asensio. Comme j'ai dit, comme ce sera des deux côtés pour moi des ailiers plus de possession, pas vraiment des ailiers qui prennent la profondeur, etc. Je pense que malgré que tu sais comment j'aime Harry Kane, malgré que tu sais que je pense que c'est le meilleur neuf d'Europe depuis plus de 5 saisons, malgré que tu sais que je pense que c'est un meilleur neuf que Karim Benzema, je pense que ce serait plus intéressant pour vous, pour avoir cette profondeur en question, de ramener un Osimhen qui lui a une bonne vitesse, qui lui peut prendre les espaces, qui est aussi bon aussi dans le jeu aérien d'une certaine manière. Donc si vous voulez effectuer des centres avec vos backs, les Nuno Mendes, les Achraf Hakimi, et même Neymar en rentrant, il peut centrer. Maintenant, on dirait les ailiers, on veut juste qu'ils rentrent et qu'ils frappent. Non, les ailiers, à la base, ils venaient, ils décalaient. Les latéraux aussi. Pour leur attaquant. Donc moi, je pense que vous devez absolument prendre Osimhen pour avoir cette profondeur qui vous manquerait si, surtout, vous ne prenez pas Kolo Muani et Kane. J'ai pas l'impression que c'est l'attaquant qui va le... Non, j'abuse. Il va plaire à Luis Enrique, mais je pense que vous avez plus besoin d'un joueur comme Osimhen qui pourra plus prendre la vitesse et les espaces. Je comprends ce que tu veux dire, mais le problème d'Osimhen, c'est que... Bon, très rapidement, parce que là, on doit conclure, on a plus de 40 minutes, mais Osimhen, c'est 150 millions, c'est qu'une grosse saison en Serie A, et pour moi, ça pue le flop au Paris Saint-Germain, même si je sais que tu n'es pas d'accord, ça reste que mon avis. Le mec, c'est beaucoup trop cher pour ce qu'il est, et on n'a pas encore assez vu pour un mec qui coûte 150 millions. Kane, ça fait des saisons qu'on le voit. Cette saison, il a été stratosphérique avec rien du tout. Donc là, si tu donnes Neymar et Bernardo Silva, même s'il manque de la profondeur, tu peux compenser par ce que va t'apporter tactiquement Enrique, par les latéraux, etc. Donc, je préfère ça, manquer de profondeur, ou au pire prendre Kolo Muani, que prendre Victor Osimhen pour 150 millions.
Ça, À un c'est moment, je surtout pense que le prix, PSG, au niveau de l'institution, oui, c'est surtout le prix par rapport aux joueurs, s'il ne les vaut pas. Donc bon, je pense qu'on peut conclure là-dessus. On a notre mercato. Je vais tuer sur Bernardo Silva, mais je garde Harry Kane. Je m'en fous, c'est moi qui fais le montage. Donc bon, et je vais mettre Nicolo Barella très clairement. Après, si ça se fait pas, tant pis. Mais voilà, je pense que tu seras d'accord pour dire que si c'est faisable, ce sera une très bonne chose pour le Paris Saint-Germain, oui ou non? Non, bien sûr. Ah ok, Bien bah, sûr, non c'est bon, c'est dans tout ce que ma je voulais tête, savoir. ça Parce qu'à peut tout pas se moment faire. tu vas te dire que oui, pas de souci. Mais si ça se fait, ce serait une très bonne chose. Après voilà, on a proposé d'autres options, donc je pense qu'on est quand même cohérent. Ça fait 45 minutes de vidéo, c'est 45 minutes de passion. J'espère que vous avez aimé. On essaiera de faire plus court sur les prochains épisodes. Un grand merci à vous. N'oubliez pas de commenter, de nous dire ce que vous pensez de ce mercato. Likez, abonnez-vous, activez la cloche, les réseaux sociaux. Merci à vous, merci à toi Malik. Salut! Merci à toi, Yo. Ciao, ciao.